Dossier numéro 1, douleur thoracique chez un sujet jeune. Donc, il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui consulte aux urgences pour une douleur thoracique droite associée à une dyspnée. Il ne présente aucun antécédent notable. Il dit fumer environ un paquet par jour depuis l'âge de 16 ans, donc il faudra penser à le sevrer, ainsi qu'environ un joint par jour le soir avant de se coucher. Donc la question numéro 1, c'est quelles sont les causes de douleur thoracique à évoquer chez le sujet jeune ? Donc chez le sujet jeune, comme chez le sujet un peu plus âgé, les douleurs thoraciques, c'est systématique. Il y a le pneumothorax, la péricardite, les douleurs d'origine coronarienne, ça existe chez le jeune. Alors c'est sûr que c'est moins fréquent que chez le sujet un peu plus âgé, mais les spasmes coronariens, c'est possible. Il y a la dissection aortique qui est très douloureuse, plus fréquent chez le sujet âgé. Chez le jeune, ça peut arriver en post-traumatique. Tout ce qui est embolie pulmonaire, ça peut donner des douleurs thoraciques. Et puis, plus fréquent chez le jeune que chez le sujet âgé, des causes de douleurs un peu moins graves, entre guillemets, les douleurs d'origine œsophagienne qui peuvent simuler une douleur d'infarctus, soit le spasme d'œsophage, soit le reflux gastro-œsophagien. Il y a les douleurs pariétales, les névralgies intercostales. Et puis, les douleurs psychogènes, ça c'est un diagnostic d'élimination. Et enfin, ce qu'on appelle les précordialgies, c'est des douleurs en pointe situées à gauche, qui sont très fréquentes chez le sujet jeune et qui ne sont pas liées à une pathologie particulière. Alors, question numéro 2. Quel élément de l'examen clinique vous orienterait vers un pneumothorax ? Donc l'examen clinique, c'est toujours la même chose, c'est interrogatoire et examen physique. Donc à l'interrogatoire, vous allez demander à votre patient s'il a déjà des antécédents de pneumothorax, si dans sa famille, il y a des gens qui ont déjà fait des pneumothorax, si lui-même, il a une maladie du tissu conjonctif de type Marfan ou Ehlers dans l'os. Et puis à l'interrogatoire, vous pouvez rechercher aussi les facteurs déclenchants de la douleur. Est-ce que c'était lors d'un effort à glotte fermée ? Est-ce que c'est une douleur qui est survenue après un traumatisme du thorax ? Et enfin, les caractéristiques de la douleur de type pleural, donc notamment douleur au mouvement inspiratoire et au changement de position. Ensuite, le diagnostic de pneumothorax, il va se faire essentiellement à l'examen physique. Donc déjà, vous inspectez votre patient, vous voyez qu'il y a un hémithorax qui est immobile, ou éventuellement il y a un hémithorax qui est même distendu, si c'est un pneumothorax compressif. À l'auscultation, le murmure vésiculaire est aboli du côté du pneumothorax. À la palpation, les vibrations vocales ne sont pas ressenties du côté du pneumothorax. Et enfin, à la percussion, il existe un tympanisme du côté du pneumothorax. Et bien sûr, il faut aussi rechercher les signes de gravité, donc tout ce qui est hypotension, signe cardiaque droit, désaturation, mauvaise tolérance clinique respiratoire ou hémodynamique du pneumothorax. Question numéro 3. Donc, votre suspicion clinique de pneumothorax est forte. Quels examens avec un S demandez-vous ? Alors, à visée diagnostique, vous avez demandé en première intention une radiographie pulmonaire de face en inspiration. Il ne faut pas demander une expiration forcée, c'est contre-indiqué. Ensuite, à visée préthérapeutique, dans l'idée où le monsieur va devoir être drainé, vous demandez une NUM et TPTCA en bilan de coag. Et enfin, à visée diagnostic différentiel, c'est pas mal quand même d'avoir un électrocardiogramme. Alors, question 4. Au moment où vous récupérez la radiographie thoracique, soit 1h30 plus tard parce qu'il y a du monde aux urgences, votre infirmière vous appelle pour vous dire que le patient a fait un malaise. Donc effectivement, il désature, il est tachycarde, il a une tension qui est imprenable et vous constatez qu'il y a une turgescence jugulaire spontanée quand vous arrivez. Et puis vous récupérez la radio, qui est la suivante, et on vous demande de l'interpréter et de donner votre diagnostic final et de le justifier. Donc il s'agit d'une radiographie thoracique de face qui est réalisée en expiration forcée et vous constatez un pneumothorax droit complet avec une hyperclarté dans tout l'hémithorax droit et des signes de gravité sur cette radio puisque il y a un refoulement de tout le médiastin en controlatéral. Il y a une augmentation des espaces intercostaux et donc ça, ce sont des signes de compression. Donc cette radio est en faveur d'un pneumothorax droit complet compressif.
Et donc votre diagnostic final, c'est un choc cardiogénique sur tamponnade gazeuse ou un pneumothorax droit complet, compressif, compliqué d'un choc, tout ça c'est synonyme. Et donc la justification, c'est le patient a un pneumothorax, la radiographie a été réalisée en expiration et montre un pneumothorax compressif. Et cliniquement, il a fait un malaise, il a une tension qui est imprenable, il est tachycarde polypnéique, il a des signes cardiaques droits. Donc ça, ce sont des signes de pneumothorax compressif. Voilà. Et l'erreur qui a été commise et qui n'aurait pas dû être commise, c'est que la radio a été réalisée en expiration forcée. Si vous prenez un pneumothorax complet et que vous forcez l'expiration, eh ben, vous augmentez la pression intathoracique et vous risquez de faire évoluer un pneumothorax simple en pneumothorax compressif. Donc c'est interdit. Question numéro 5. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc il s'agit d'une urgence vitale, il faut appeler les réanimateurs, mettre une voie veineuse périphérique au patient, commencer à le remplir. Et le geste qui va lui sauver la vie, c'est l'exsufflation à l'aiguille que vous pratiquez en urgence. Une fois qu'il a été exsufflé, ça va libérer tout de suite le pneumothorax compressif. Vous l'hospitalisez en soins intensifs. Vous faites un drainage thoracique droit avec une mise en aspiration douce et puis vous faites toutes les mesures associées, donc à savoir le traitement antalgique, l'arrêt du tabac et la prévention du sevrage avec des substituts nicotiniques, la prévention des complications du décubitus avec des HBPM, la surveillance clinique et radiologique et normalement on a déjà tout fait, voilà, c'est bon. Comment se fait l'exsufflation à l'aiguille? Alors l'exsufflation à l'aiguille, donc c'est un geste qui est réalisé déjà dans deux situations. Un, dans la situation d'urgence vitale où le type, donc c'est un pneumothorax compressif, il est en train de suffoquer ou il est en choc. Et la deuxième indication, c'est quand les pneumothorax sont vraiment tout petits, apicaux, incomplets, et qu'on n'a pas envie d'hospitaliser la personne pour faire un drainage. Mais je pense que pour vous, il faut retenir que l'exsufflation à l'aiguille, c'est une indication d'urgence. Et donc, on se place au niveau du deuxième espace intercostal, en dessous de la clavicule, à la moitié de la clavicule, et puis on enfonce une aiguille dans la cavité pleurale. Donc quand c'est un pneumothorax compressif, ça fait pshh quand on enfonce l'aiguille. Et après, avec une seringue, on évacue l'air. Et pourquoi faut-il mettre en aspiration douce? Alors on dit aspiration douce, soit environ moins 20 cm d'H2O, parce que si on aspire très fortement, on risque de faire ce qu'on appelle un œdème à vacuo ou un œdème lésionnel ou un œdème de réexpansion, c'est-à-dire que le poumon qui est ratatiné sur lui-même, si on l'aspire très fort, il va se léser en se réouvrant et donc entraîner un œdème du poumon sous-jacent. Alors, question suivante. Les choses évoluent favorablement, sans prise en charge chirurgicale, et votre patient sort de l'hôpital à J4. Le jour de sortie, il a quelques questions auxquelles vous devez répondre. Peut-il continuer à fumer des joints? Paraîtrait-il que c'est moins toxique que la cigarette? Et sera-t-il un jour autorisé à reprendre l'avion? Donc, pour ce qui concerne le cannabis, c'est que c'est au moins aussi toxique que la cigarette, voire plus. Donc, on sait que le tabac, comme le cannabis, sont des facteurs de risque de pneumothorax. Donc, les deux sont contre-indiqués. Pour ce qui est de reprendre l'avion, il n'y a pas de problème pour reprendre l'avion. En général, on dit que c'est contre-indiqué dans le mois suivant le retrait du drain, donc dans le mois suivant la sortie de l'hôpital, parce qu'il y a un risque de récidive précoce. Mais au-delà de ce mois, il n'y a aucun problème pour reprendre l'avion. Question numéro 7. 3 ans plus tard, vous retrouvez ce patient alors qu'il est récidif pour la 3e fois son pneumothorax à droite. Quel traitement proposez-vous? Donc là, c'est une récidive multiple homolatérale. Donc il y a une indication à une prise en charge chirurgicale, soit par pleuroscopie, c'est-à-dire qu'on fait 2 trous, on passe une caméra et les ustensiles par un autre trou, soit par thoracotomie, c'est beaucoup plus rare dans la prise en charge du pneumothorax. Et on fait soit un talcage pleural, soit une abrasion pleurale qui permet de faire une symphyse. Et enfin, on peut réséguer des blebs ou des bulles, qui sont des petites bulles situées à l'apex, qui en général favorisent la formation ou la récidive du pneumothorax. Quelles sont les indications de traitement chirurgical de pneumothorax? Alors, les indications du traitement chirurgical, c'est
Quand on a fait un pneumothorax, un premier épisode, et qu'il y a un échec du traitement médical, en général on dit au bout de 10 jours, si jamais le drain continue à buller, ou si jamais le poumon se redécolle chaque fois qu'on enlève l'aspiration, ça c'est une indication chirurgicale. Ensuite, si on a fait un premier épisode de pneumothorax à droite et qu'on fait un deuxième épisode en contralatéral, c'est une indication chirurgicale parce qu'il y a un risque à un moment donné de pneumothorax simultané. Et enfin, quand on fait que des pneumothorax du même côté, on dit en général qu'au deuxième épisode, on propose la chirurgie et qu'au troisième épisode, on impose la chirurgie. Quel est le risque de récidive d'un pneumothorax ? Alors justement, le risque de récidive, il est de 30% au premier épisode, de 60% au deuxième épisode et de 80% au troisième épisode. C'est pour ça que dès le deuxième épisode, on commence à proposer la chirurgie. Dernière question. Votre patient vous demande si après la prise en charge chirurgicale, il sera autorisé à reprendre la plongée sous-marine. Quelle est votre réponse ? Donc la réponse est non. La plongée sous-marine, c'est contre-indiqué de façon définitive et absolue chez les patients qui ont les antécédents de pneumothorax, qu'il y ait eu une prise en charge chirurgicale ou non. Et lui, en plus, il n'a pas été opéré à gauche et il est possible qu'il ait quelques petites bulles ou quelques petites blèbes à gauche qui risquent de claquer un jour et de créer un pneumothorax. Et s'il fait un pneumothorax sous l'eau, c'est le décès quasi assuré. Donc c'est contre-indiqué.